Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité du lundi 17 février, avis de fortes pluies sur l'archipel de la Société ainsi que sur la partie nord des Australes. La population est invitée à faire preuve de prudence et respecter les consignes de sécurité. Prudence également sur les routes. 2 morts et 3 blessés, c'est le bilan de l'accident survenu le week-end dernier à Papeari. Malgré le mauvais temps, les gendarmes ont réalisé un contrôle routier cet après-midi dans le cadre de l'opération Matai Rorofai. De sécurité routière, il en sera question avec notre journaliste Raihei Nadjarian dans notre rubrique décryptage. Il a été nommé ministre du Foncier, du Logement et de l'Aménagement vendredi dernier. Raihei Omana Teururei est notre invité ce soir. Il nous parlera de ses projets et de ses ambitions pour le pays. On le reçoit dans un instant. Et enfin, direction Mataïe à la rencontre de 2 chefs d'entreprise qui ont tout misé sur l'agrotransformation de produits locaux. Un portrait croisé à retrouver en deuxième partie de journal. L'archipel de la Société, toujours placé en vigilance orange forte pluie jusqu'à demain, d'importants cumuls de précipitations sont à craindre, en particulier sur les côtes et le relief exposé au nord de Tahiti et Moorea. À Tiperui, d'importants dégâts ont été recensés cet après-midi. Nous retrouvons sur place Ariho et Tef Afana et Mirko Onfo. Parmi les sinistrés de la saison des pluies, il y a 7 familles qui viennent tout juste de perdre sa toiture aux environs de 15h30 cet après-midi. Les rafales de vent sont à l'origine de cet incident. La toiture n'y est plus et bientôt la moisissure y sera. Lors de l'incident, Tamaiva se trouvait dans la maison avec ses 2 copains et sa mamie dans une autre pièce. La toiture de la maison d'à côté a été projetée par le vent sur notre toiture à nous. Et en gros, elle a raclé notre toiture et c'est pour ça que la maison est inondée maintenant. Pas de blessés, juste la grand-mère qui était derrière qui a fait un petit malaise. Qui est choquée? Oui, choquée par les événements qui viennent de se passer. Yacenda, la mère de Tamaiva, découvre les dégâts. 3/4 de la toiture est détruite et la majorité des affaires a pris l'eau. Heureusement, les dommages sont uniquement matériels. Elle compte désormais sur les assurances pour retrouver son cocon familial. Franchement, c'est pas important, c'est chiant parce que faut tout remplacer, tous les vêtements, tous les jeux, tout ce qui est hi-fi qui s'abîme au contact de l'eau. Mais l'essentiel est là, on est tous bien, donc c'est juste chiant, tu t'attends pas à ça. À Paea, sur la route ou dans cette cour privée, c'était un arbre voué à tomber un jour. Les racines pourries du quenetier n'ont pas résisté au vent fort. Ce matin, l'habitante de la maison, choquée, n'a pas voulu répondre face caméra. Elle témoigne. J'étais dans ma cuisine et j'ai entendu un bruit comme un tremblement parce que c'est cet arbre qui s'est cassé et qui est parti se pointer sur la maison. Et le résultat, c'est ce que tu vois. Aucun dégât corporel n'est à déplorer, mais l'heure est à la reconstruction. Le maire de la commune appelle la population à la plus grande prudence afin de prévenir tout accident lié aux chutes d'arbres. S'ils ont des arbres qui menacent de tomber, quand même de prévenir. S'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire intervenir tout de suite un privé, on pourra faire les diligences qu'il faut si on voit que l'arbre menace la sécurité des occupants de la maison. Selon Météo France, ce phénomène de saison est tout à fait normal. Les conditions atmosphériques et les mers chaudes favorisent l'instabilité de la météo. Et ce soir, une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue sur le nord des Australes avec des rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h à Tupuai lors des passages de grains. Je vous propose d'écouter les précisions d'Angelo Yikinchoi, prévisionniste à Météo France. On a encore des épisodes pluvieux qui sont entendus en cours de nuit, dans la nuit de lundi à mardi, et aussi jusqu'à mardi matin. À partir de mardi après-midi, on a une petite accalmie qui commence à se dessiner sur les îles de la Société, qui vont ensuite se confirmer pour la soirée. Au sein de cette ZCPS aussi, on a encore des rafales de vent qui peuvent affecter aussi une partie des Tuamotu, en particulier sur les zones entre Hereretue jusqu'à Tematangi, Morurua. Donc ceux-là, ils sont en jaune orage sur ces régions-là. Et cette zone de convergence du Pacifique a tendance à descendre par la suite vers les Australes.
en particulier sur la zone nord australe. Donc sur le nord austral, on a lancé actuellement une vigilance d'orage du côté de Rimantara et Rurutu. Par contre, on attend une dégradation un peu plus prononcée du côté de Revavet à partir de mardi, pour la journée de mardi, avec des orages, des vents forts et également de la forte houle. 2 morts et 3 blessés dans une collision frontale du côté de Papeari. Les routes polynésiennes ont fait de nouvelles victimes le week-end dernier. Et c'est dans ce contexte que l'opération anti-stupéfiants baptisée Mat'airuruv'i s'est déroulée à Punavia. Mais les contrôles routiers ont été interrompus en raison du mauvais temps. Le reportage de Chiquita Teiva et Patrick Sinsing. Les forces de l'ordre étaient bien présentes malgré les pluies diluviennes, car c'est la fin de l'opération Mat'airuruv'i qui a duré 15 jours. Au total, pas moins de 130 gendarmes mobilisés tous les jours, avec des douaniers, et le bilan est édifiant. Cette opération a permis d'interpeller 395 personnes depuis le 1er février. Sur le plan judiciaire, hors de question effectivement de laisser les petits profits du PACA alimenter la consommation de drogue dure. Il y a eu plus de 7000 pieds de cannabis détruits, 31 grammes d'ice et 80 cachets d'ecstasy saisis, plus de 17 kilos d'herbes de cannabis également, 3 sites internet fermés. Et j'insiste sur la saisie des avoirs criminels, près de 16 millions de francs. Sur 395 personnes mises en cause, 45 ont été mises en garde à vue. Et la cyberinvestigation a aussi permis de démanteler des ventes en ligne. En Polynésie, à titre principal, c'est l'utilisation de Facebook. On a 2 enquêteurs spécialisés au sein du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française qui travaillent sur Internet afin de démanteler les réseaux, c'est-à-dire de matérialiser les infractions, d'identifier les administrateurs des sites, d'identifier les principaux revendeurs et, dans un 3e temps, après la phase de détection, la phase de matérialisation de l'infraction, eh bien, on va les interpeller. La lutte antidrogue va encore s'intensifier dans les semaines à venir. Producteurs, dealers et consommateurs n'ont qu'à bien se tenir. Et on continue de parler sécurité routière avec notre journaliste Reihei Nadjarian. Bonsoir Reihei. Bonsoir James. Alors, quel est le bilan des personnes décédées dans un accident de la route ces 2 dernières années? Eh bien, en 2023, 34 personnes ont perdu la vie sur nos routes. En 2024, ce chiffre est passé à 39, soit 5 victimes de plus par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, 4 décès ont déjà été enregistrés. Les véhicules les plus touchés par les accidents sont les 2 roues, représentant 80% des cas. Les facteurs à risque restent la conduite de nuit et la consommation d'alcool ou de stupéfiants au volant, James. Comment se situe la Polynésie par rapport aux autres territoires d'outre-mer? Eh bien, la Polynésie est classée 2e parmi les territoires d'outre-mer, juste derrière la Nouvelle-Calédonie. Avec un taux de 10 décès pour 100 000 habitants, notre FENUA affiche une mortalité routière 3 fois supérieure à celle de la métropole. Une statistique inquiétante, surtout lorsque l'on sait que près de 20% de la population, des conducteurs, roulent sans permis ou bien sans assurance. Quelles sont les solutions envisagées pour lutter contre la mortalité sur nos routes? Eh bien, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, la prévention afin de changer les comportements. Le renforcement des contrôles routiers pour punir les infractions liées au code de la route. La dernière solution est une recommandation du haut-commissaire, la mise en place d'une fourrière afin de saisir les véhicules, à savoir qu'un projet de ce type a déjà été évoqué en 2021 à Tiperui. Cependant, celui-ci n'a pas encore vu le jour. Pour finir, eh bien, je vous propose de retenir ce chiffre, 77. C'est le nombre de décès sur nos routes depuis 2023. Merci Reihei Nadjarian pour ce décryptage. En ce lundi 17 février 2025, la Gendarmerie nationale rend hommage à ces héros du quotidien à travers tout le territoire. Elle se souvient de ces morts, rappelant leur mémoire et met à l'honneur les vivants, récompensant leur courage. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la caserne Brua en présence des autorités du pays et de l'État. 13 gendarmes sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions et 9 ont été distingués pour leur héroïsme. On écoute le colonel Grégoire Demezon, interrogé par Mirko Bonfou. 12 gendarmes sont décédés en service cette année et leurs noms ont été lus devant les troupes tout à l'heure au cours de la cérémonie militaire qui vient de se dérouler. 12 gendarmes en métropole et outre-mer
qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions au service de la France et au service des Français. Est-ce qu'il y a des Polynésiens également qui sont morts? Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de Polynésiens dans les 12 gendarmes qui sont décédés cette année. Ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, il soit moins de 12, qu'on ait moins de 12 noms à honorer, parce que quand on fait le métier qui est le nôtre, on sait qu'on est prêt à le faire jusqu'au sacrifice suprême, mais bien évidemment, comme tout un chacun, on préfère que ce nombre soit le plus faible possible. Le Haut-Commissariat a de nouveau testé le dispositif FR Alert ce lundi matin à 9h. Pour rappel, FR Alert est un nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones portables à des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Il a été nommé vendredi dernier ministre du Foncier, du Logement et de l'Aménagement. Et ce soir, notre invité, Fadrihaou Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous le disais, vous avez été nommé vendredi ministre dans un gouvernement porté par une majorité indépendantiste. Est-ce que, comme Oscar Temaru, vous aspirez à la souveraineté politique du pays? Alors, pour ce qui me concerne, et cela n'engage que moi, je me définirais davantage comme un jeune Polynésien qui a juste envie de consacrer une partie de sa vie au service de la population. Je pense que les domaines qui m'ont été confiés par le président traversent au-delà des clivages politiques ou des opinions politiques que l'on peut avoir. On a tous besoin de se loger, que l'on soit indépendantiste ou que l'on soit fermement autonomiste. On a tous besoin de pouvoir accéder à la propriété, de bénéficier d'autorisations de travaux immobiliers. Donc, au-delà des considérations politiques, je m'attache d'abord à remplir les missions que le président a bien voulu me confier. Et justement, quelle est votre feuille de route? Alors, dans le secteur du logement, puisque c'est là où, effectivement, il y a une grande aspiration, une grande demande, une urgence sociale à laquelle il faut répondre, eh bien, la politique du gouvernement se décline en deux temps. D'abord, des actions moyen terme et long terme, qui consistent à venir intensifier la construction de logements abordables, qu'il s'agisse des logements de l'OPH ou des logements qui sont portés par l'initiative privée dans le secteur intermédiaire. Mais ce sont des chantiers qui, forcément, prennent du temps. Lorsqu'on a l'idée de construire des logements, 30, 40 logements, il faut forcément passer par une phase d'études, une phase de travaux qui peuvent durer un certain temps. Pour autant, l'urgence à répondre à la demande de logement, elle se pose aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les Polynésiens ont besoin de pouvoir accéder à un logement qui convienne à leurs aspirations, à leurs besoins. Et pour pouvoir répondre à cette demande actuelle, le président avait annoncé, vous le savez, la semaine dernière, la mise en place de deux dispositifs. Le prêt à taux zéro, qui va permettre à une partie de la population de pouvoir accéder à la propriété, et l'aide au paiement du loyer, qui va permettre à des ménages polynésiens qui n'arrivent pas à trouver des logements dans le secteur locatif privé, eh bien, de pouvoir bénéficier davantage de moyens financiers pour pouvoir bien se loger. Vous connaissez bien l'OPH pour avoir été son directeur de septembre 2022 à mars 2023. L'OPH affiche un déficit structurel d'environ 1,5 milliard tous les ans. Pour 2024, les fonds de réserve devraient aussi basculer dans le rouge, donc déficitaire. Comment arrêter l'hémorragie? Alors, venir discuter de la situation financière de l'OPH, c'est toujours un petit peu très compliqué parce que l'OPH, c'est un petit peu notre soupape sociale, c'est un petit peu notre seul amortisseur, ou en tout cas le plus important, un des seuls amortisseurs sociaux en Polynésie française. Quand dans d'autres pays, ils ont d'autres dispositifs qui permettent d'aider la population, eh bien, l'OPH représente bien souvent, trop souvent parfois peut-être, l'unique solution pour bon nombre de ménages. Vous connaissez les chiffres. 70% d'impayés à l'OPH, c'est énorme. Lorsqu'on veut faire tourner un établissement... On n'est pas sur 30%? Alors, on est sur 70% réellement. Ce que je souhaite venir rappeler, c'est qu'effectivement, 30% demeurent impayés, mais 30% sont couverts par une aide que le pays verse, l'aide familiale au logement. Donc, au total, si l'OPH venait à quittancer 100 de loyer, eh bien, il récupère 30 via les loyers, et 30 sont récupérés via l'aide familiale au logement. Donc c'est
un établissement dont la situation financière est très difficile à aborder, tout simplement parce que le modèle sur lequel cet établissement a été bâti et a continué à vivre a également été compliqué. Dernière question, rapidement. En août 2024, le président du pays a déclaré que l'OPH n'avait pas facturé une partie de l'eau potable et des eaux usées à hauteur de 300 millions de 2019 à 2022, autrement sous l'ancienne mandature. Une enquête pour faire la lumière sur ce délit de concussion suisse en cours. Pourquoi ce projet n'a pas été abordé en commission du logement en janvier dernier? Tout simplement parce que dans l'attente d'avoir davantage d'éléments de la justice, je rappelle qu'une enquête a été ouverte par le parquet. Pour le moment, nous attendons un petit peu de voir le positionnement du ministère de la Justice. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de contact qui a été établi entre le parquet et l'OPH. Nous attendons. En tout cas, nous pensons qu'il y a des solutions à apporter là-dessus pour venir à la fois traiter cette problématique sans pour autant léser les ménages qui sont concernés par ces impayés. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Marourou. Merci à vous. Au palais de justice de Papeete, la cour d'assises a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre d'Augustine. Souvenez-vous, c'était dans la nuit du 26 au 27 avril 2021. Son meurtrier, avec qui elle entretenait une relation extra-conjugale, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Durant le procès, Rudillo a déclaré avoir porté un coup à sa victime, un coup de poing au visage avant de l'abandonner dans un endroit isolé à Papeete. Son corps n'a jamais été retrouvé. Toujours au chapitre judiciaire, les gendarmes de la section de recherche de Papeete lancent un appel à témoins pour tenter de retrouver le ou les meurtriers présumés de Jacques Temari. La victime avait été retrouvée poignardée à son domicile le 14 février 2022 à Maharepa. Et toujours au chapitre judiciaire, un détenu de Tatoutou est activement recherché par la police et la gendarmerie. L'individu s'est évadé lors d'un séjour à l'hôpital psychiatrique ce week-end. Originaire de Reiatea, il a été condamné en octobre 2022 pour vol et violence aggravée avec arme. Je vous le disais dans les titres, 2 chefs d'entreprise qui ont fait le pari de l'agrotransformation des produits locaux. Le premier propose des repas à base de produits du Fénois. Le second, quant à lui, s'est lancé dans la production de biscuits. Portrait croisé signé Sandroli et Marcel Bonneau. 2 tonnes de produits vivriers sont épluchés, découpés et mis sous vide pour être surgelés et conditionnés à une température inférieure à moins 18 degrés. Ces patates douces, taro, igname et manioc iront dans les assiettes des 5800 élèves des écoles de Tewayuta, Tayarapouès, Paea et Bora Bora. Patates douces, c'est comme ça, donc ça va en ragoût. Les premières étapes, c'est d'abord d'établir le menu avec les cantines scolaires. Donc, ils nous passent ensuite les commandes. Donc, suite à ces commandes-là, nous, on prévient nos agriculteurs. On nous livre directement ici. Les agriculteurs nous livrent directement ici. Et puis après, l'étape de rinçage, nettoyage, épluchage. 13 millions d'investissements pour l'acquisition de tout le matériel nécessaire. 6 millions ont été financés sur fonds propres et 7 millions grâce à l'aide de dispositifs de défiscalisation et de la direction de l'agriculture. Juste à côté se trouve la société Fénois Smart. Elle fabrique des crackers à la farine de ourou aux fines herbes ainsi que des sablés Oumara au sésame. Ornella, passionnée par les trésors du terroir polynésien, conçoit des créations gourmandes dans son atelier. Elle confectionne chaque biscuit avec soin en utilisant de la farine locale. Avec tous ces parfums, il a fallu plusieurs semaines pour arriver à un bon résultat. On a fait plus d'une 60aine de tests. C'est nous qui avons en fait testé, avons fait des mélanges. Et les premiers mélanges qu'on a fait, c'était vraiment pas bon, mais vraiment pas bon. La consistance n'était pas la bonne, le goût, c'était pas ça. L'objectif du pays est de construire 9 ateliers supplémentaires de ce type afin d'encourager les jeunes à se lancer dans cette filière. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle l'information principale. À l'archipel de la société, toujours placé en vigilance orange forte pluie. Jusqu'à demain, d'importants cumuls de précipitations sont à craindre à Tahiti et Moorea, ainsi que sur le nord des Australes.
Demain matin, dans l'émission L'invité café, Corinne Tehetia recevra le colonel Grégoire Demezon, commandant de la gendarmerie nationale de la Polynésie française. Il fera le bilan de l'opération Matairorofei qui vient de se terminer. Votre programme TV sur la première. Dans un instant, la série The Capture, suivie du documentaire Adisteg, un parcours de juifs. À la une de la presse écrite demain, Tahiti Info titre sur le trafic de drogue qui s'invite sur Facebook. Merci d'avoir suivi ce journal. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.